Parfait. Donc, on commence officiellement. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à la clinique de Mobilité électrique Canada qui s'appelle Pourquoi le Canada doit accélérer l'électrification de ses transports. Vous me connaissez, je suis Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada. Et la raison pour laquelle je voulais faire cette clinique aujourd'hui, c'est juste parce que dans le cadre de mes fonctions, vous le savez, ça fait fort longtemps que je parle de l'électrification des transports, d'un point de vue personnel, comme chroniqueur, comme auteur, etc., comme spécialiste. Comme président directeur général de Mobilité électrique Canada, bien, il y a des enjeux qui sont élargis, d'abord parce qu'on s'adresse à tout le Canada. Mais il y a aussi, c'est qu'on parle d'enjeux économiques et puis il y a une quantité impressionnante d'informations qui sortent presque à tous les mois ces temps-ci sur les enjeux liés à l'électrification des transports. Je vais faire une présentation, puis après ça, bien, il y aura une période de questions, donc vous pourrez m'adresser les questions que vous voulez, évidemment sur l'électrification des transports. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Oui, allez-y. Oui. Donc, on va commencer par expliquer ce qu'est Mobilité électrique Canada rapidement. Fondée il y a 15 ans, Mobilité électrique Canada est une des premières organisations au monde à se consacrer à la mobilité électrique. Donc, à l'époque, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas grande association à travers la planète qui se consacrait à l'électrification des transports. Nos membres comprennent des constructeurs de véhicules électriques de tout type, qu'il s'agisse de véhicules légers, moyens ou lourds, de véhicules tout-terrain ou marins, des services publics comme des Hydro-Québec, BC Hydro, OPG, Ontario Power Generation, Nova Scotia Power, New Brunswick Power. En fait, la plupart des fournisseurs d'électricité au Canada sont membres de Mobilité électrique Canada. Des fournisseurs d'infrastructures comme ChargePoint, comme Flow, comme Electrify Canada, etc. Des entreprises technologiques comme Microsoft, des centres de recherche comme le Conseil national de recherche du Canada, des ministères comme par exemple, le ministère des Transports au niveau fédéral, des villes. Au Québec, on a Montréal et Québec, mais il y a d'autres villes à travers le Canada, des universités un peu partout au Canada, des gestionnaires de parcs de véhicules, des syndicats comme Unifor, qui est le principal syndicat d'automobile, des ONG environnementales comme Équiterre, comme le QLPA, comme Pembina Institute, etc., des groupes de propriétaires de véhicules électriques comme le Club Tesla Québec. Il y a l'AVEC, il y a Plug and Drive, EV Societies, et même des concessionnaires. Nos membres comprennent des PME et des multinationales travaillant de la Colombie-Britannique au Canada Atlantique et même à l'étranger. On a des multinationales comme ABB, Siemens qui sont membres de Mobilité électrique Canada. Donc, Mobilité électrique Canada est l'organisation nationale qui possède le plus d'expérience et d'expertise pour faire avancer la réflexion, la réglementation et les projets en matière d'électrification des transports. Donc, on a un personnel, puis on a un CA, on a des gens qui ont beaucoup d'expérience en électrification des transports. Le 29 juin 2021, donc au début de l'été, il y a 2 annonces importantes qui ont été faites par le gouvernement du Canada pour l'adoption de véhicules légers zéro émission. Donc, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il faisait passer leur objectif d'adoption de véhicules électriques de 2040 à 100% jusqu'en 2035. Donc, ils ont devancé de 5 ans l'année cible pour que 100% des véhicules zéro émission soient électriques. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'ils ont fait passer l'objectif d'un objectif volontaire à un objectif réglementaire ou obligatoire. Donc, au lieu de proposer un objectif de compter uniquement sur les mesures incitatives, le gouvernement veut adopter des règlements pour s'assurer que le Canada atteigne son objectif pour 2035. Pourquoi accélérer l'adoption des véhicules à émission zéro, les véhicules zéro émission? D'abord, c'est pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on est en pleine crise climatique. C'est pour aussi réduire la pollution atmosphérique, qui est une chose dont on ne parle pas assez, pour aider la santé des Canadiens, pour soutenir la création d'emplois dans le domaine de la mobilité électrique et évidemment pour atteindre nos objectifs qu'on a toujours ratés à ce jour. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, écoutez, depuis avril 2021, le Canada s'est fixé un nouvel objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui est plus ambitieux que l'objectif qu'il y avait jusqu'au mois d'avril. C'est-à-dire que depuis à peu près 15 ans, l'objectif du gouvernement canadien, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada de 30%
en 2030 par rapport à l'année de référence de 2005. Donc, en avril 2021, dans le cadre d'une grande rencontre internationale, le gouvernement canadien a dit non, on va passer ça de moins 30 puis on va l'amener plus loin, moins 40 à moins 45 d'ici 2030 par rapport à 2005. Sauf qu'entre 2005 et 2019, donc sur les 14 ans, la période où est-ce qu'on a pu avoir les données, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de seulement 1 %. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 9 ans pour réduire d'au moins 39 % les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas de mince tâche. Donc, beaucoup de travail attend le gouvernement canadien, attend les entreprises canadiennes et les citoyens canadiens pour atteindre ces objectifs-là. Au niveau québécois, on s'en va à peu près dans la même direction. On s'est fixé un objectif de moins 37,5 %, mais c'est par rapport aux émissions de 1990. Donc, ça veut dire que l'objectif est encore plus ambitieux au Québec. Officiellement, les transports représentent 25 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada et 44,8 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec. Donc, au niveau canadien, les émissions de GES des transports, c'est le numéro 2 derrière le gaz et le pétrole. Le gaz et le pétrole est à 26 % les transports à 25 %. Vous allez voir, par contre, un petit peu plus loin, que ce n'est pas tout à fait ça. Les émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers au Canada, quand je parle des véhicules légers, je parle de voitures et camions légers. Donc, c'est VUS, minivan, pick-up et voitures. Les émissions de GES des véhicules légers au Canada ont augmenté de 8 % en 2005 et 2019. Donc, alors qu'on doit descendre, elles ont augmenté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles ont diminué de 21 % pour les voitures, pendant qu'elles ont augmenté de 40 % pour les camions légers. Pour une raison fort simple, c'est que les gens délaissent les voitures et ils s'achètent de plus en plus de camions légers. Ça, je ne vous apprends rien, je le sais. Les véhicules légers, donc voitures et camions légers, représentent officiellement 12 % des émissions totales de GES au Canada et 22,5 % des émissions totales de GES du Québec. Mais là, il s'agit seulement des émissions du pot d'échappement. Ça, c'est important de le dire. Donc, les deux raisons pour lesquelles les émissions de GES des véhicules légers sont en hausse, il faut que je revienne en arrière, c'est qu'il y a plus de véhicules utilitaires légers sur les routes. Puis, les camions légers ont représenté environ 75 % de toutes les ventes canadiennes de véhicules légers en 2019. Donc, ça veut dire que les gens, là, ben, vous le savez aussi bien que moi, les gens délaissent les voitures, mais aussi les constructeurs délaissent les voitures. Je regardais d'ailleurs, il y a eu une annonce qui a été faite hier ou avant-hier sur le fait qu'on s'enligne de plus en plus vers des multisegments des VUS chez presque tous les constructeurs. Et ça, c'est une chose que je pense est important de souligner. D'ailleurs, si vous avez vu, l'EcoSport a été abandonné par Ford il y a quelques jours à peine. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le véhicule à essence le moins cher vendu par Ford va être autour de 28 000 $, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est sûr que ça a une influence sur les émissions de gaz à effet de serre du parc de véhicules légers au Québec et au Canada. Une chose dont on parle trop peu, c'est les émissions de gaz à effet de serre en amont. C'est-à-dire, le pétrole qu'on met dans nos voitures, là, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sortent du pot d'échappement, mais le pétrole qu'on met dans nos voitures, lui aussi, pour le produire et le transporter, ça va émettre des émissions de gaz à effet de serre. Donc, selon des calculs de l'industrie pétrolière canadienne, donc ils ont tendance à être un peu optimistes, on calcule que les émissions de gaz à effet de serre en amont, donc pour la production de pétrole, le transport du pétrole, le raffinage du pétrole et le transport des produits pétroliers, ça ajoute de 25 à 30 % aux émissions totales de GES du secteur des transports. Et ça, ce n'est pas anodin, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'au final, quand on additionne les deux, les émissions de gaz à effet de serre sont plus élevées que ce qu'on entend de façon officielle par Environnement Canada et plusieurs intervenants. Vous allez voir une chose particulièrement intéressante ici. Dépendant d'où vient le pétrole, les émissions de gaz à effet de serre peuvent changer considérablement. Par exemple, entre le pétrole léger, le light crude, le plus léger et le plus facile à raffiner, on peut avoir des émissions d'à peu près 458 kg de CO2 par baril. Puis dans le pire, on a 736 kg d'émissions de CO2 par baril. Donc, si on regarde le baril de pétrole le plus léger, c'est le US Texas Eagle Ford Volatile Oil Zone, qui est à 458 kg d'équivalent CO2 par baril de pétrole. Et si on regarde le pétrole le plus polluant sur le marché, là, on parle sur la planète, c'est le Canada Athabasca DSSCO, qui est à 736 kg d'équivalent CO2 par baril. Donc, le pétrole brut le plus polluant,
donc qui vient en partie des sables bitumineux, va émettre 60 % de plus de GES par baril que le pétrole brut le moins polluant sur le marché. Et comme nous, on s'approvisionne en fait, à 100 % du pétrole canadien et américain, bien, une bonne partie du pétrole qu'on consomme, c'est du pétrole qui vient de l'Ouest canadien. Puis l'autre partie, c'est de plus en plus du pétrole de schiste, qui n'est pas parmi les pétroles les plus légers. Si on regarde quelques chiffres, vous allez voir, c'est fascinant et inquiétant en même temps. Si on regarde les faits concernant la production de pétrole au Canada et aux États-Unis, au Canada, 97 % des réserves prouvées de pétrole du Canada se trouvent dans les sables bitumineux. Vous avez tous les liens à la fin de ma présentation, je vais vous montrer ça tout à l'heure. La production des sables bitumineux a dépassé la production de pétrole conventionnel depuis 2010. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2019, les sables bitumineux représentaient 63 % de la production de pétrole du Canada et 98 % des exportations de pétrole du Canada vont aux États-Unis. Il y a des gens qui disent oui, mais les émissions de GES des sables bitumineux ont diminué de 36 % par baril depuis 2000. Effectivement, c'est vrai, c'est-à-dire que les méthodes d'extraction sont plus efficaces, mais ça n'a pas empêché le fait que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 226 % parce qu'on n'arrête pas d'augmenter la production depuis de nombreuses années. Si on regarde du côté américain, en fait, le pétrole de schiste, le pétrole qui vient des strates rocheuses, ça représentait en 2020 65 % de la production locale de pétrole américain. Donc, plus ça va, plus on utilise du pétrole non conventionnel qu'on met partout, dont dans nos voitures, nos camions, nos autobus, etc. Et comme l'impact du pétrole non conventionnel d'un point de vue émissions polluantes et émissions de gaz à effet de serre est plus élevé, ça veut dire que si on recule par rapport à 10 ou 15 ans au Canada ou au Québec, alors qu'on prenait surtout du pétrole conventionnel, comme maintenant on prend de plus en plus de pétrole non conventionnel, ça veut dire qu'au final, dans le cycle de vie, bien, les véhicules qu'on conduit polluent plus à cause de la source de production de pétrole. Donc, bien que le secteur des transports représente officiellement 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada, comme je le disais tout à l'heure, si on ajoute au moins 25 % des émissions en amont pour produire le pétrole, le secteur des transports représente en fait au moins 31,25 % des émissions totales de GES du Canada, ce qui en fait la première source d'émissions de gaz à effet de serre au pays. Les véhicules légers représentent 15 % des émissions totales de GES au Canada et 28 % des émissions totales de GES au Québec. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse en sorte de diminuer les émissions de gaz à effet de serre des transports avec les voitures, les camions légers, parce que ça représente une part significative des émissions de gaz à effet de serre du Québec et du Canada. Pour vous donner une idée à quel point c'est une part significative, il y a un rapport de 2019 de l'Agence internationale de l'énergie qui a estimé que le parc de véhicules légers du Canada est le premier au monde pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de place à l'amélioration. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des véhicules qui sont plus gros. En fait, les véhicules canadiens sont les plus gros et les deuxièmes plus lourds au monde quand on regarde la flotte globale. Cette mode-là qu'on a des VUS et des pick-up, qu'on retrouve aussi aux États-Unis, bien, ça a une incidence certaine. Et voyez-vous, là où il y a un intérêt vraiment important, c'est que quand on regarde les transports versus la production d'électricité, ce qu'on voit, c'est que alors que les émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers ont augmenté de 8 % entre 2005 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité ont diminué de 48 %. Pourquoi? Parce que 67 % de l'électricité au Canada provient de sources renouvelables, 80 % de l'électricité au Canada provient de sources n'émettant pas de GES, donc ça veut dire qu'on inclut le nucléaire là-dedans, et 99 % de l'électricité du Québec provient de sources renouvelables. Donc, ça veut dire que c'est d'autant plus intéressant que non seulement on a un parc de véhicules dont les émissions de gaz à effet de serre n'arrêtent pas d'augmenter, mais notre parc de production d'électricité voit ses émissions de gaz à effet de serre diminuer de façon considérable depuis 2005. Et cette tendance-là va continuer parce qu'on prévoit qu'en 2023, toutes les centrales au charbon vont être fermées en Alberta. La Nouvelle-Écosse s'enligne dans la même direction. Donc, le parc de production d'électricité ne cesse de s'améliorer. Et si vous regardez à droite ici, ce que vous voyez, c'est que le pourcentage de l'électricité totale de sources non émettrices par rapport à d'autres pays comme la Russie, les États-Unis, la Chine ou l'Inde, on est très, très, très en avance sur les autres pays du monde. Parlons maintenant des émissions de gaz à effet de serre des véhicules
en fonction de la source de production d'électricité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, oui, c'est bien beau avoir une voiture électrique quand on reste au Québec, par exemple. Mais si vous restez en Alberta, ou si vous restez en Chine, ou si vous restez en Inde, un véhicule électrique, qui soit léger ou lourd, va finir par émettre plus de gaz à effet de serre à cause de la production d'électricité qui vient du charbon. La réponse, c'est que ce n'est pas vrai. Il y a une étude qui est sortie en juillet 2021 du International Council on Clean Transportation qui a déterminé que si on regarde les chiffres en 2021 versus les chiffres en 2030, bien, non seulement l'écart est déjà très grand en Europe, aux États-Unis et même en Chine et en Inde, bien, cet écart-là va ne cesser de s'accroître avec le temps. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus les véhicules électriques vont être propres, plus comment dirais-je, le parc de production d'électricité va être propre. Donc, la différence va ne faire que s'accroître avec le temps. Fait que ça démontre par A plus B, puis ça, il y a le lien à la fin de l'étude, comme quoi, quel que soit le mix de production d'électricité, les véhicules électriques sont toujours plus propres que les véhicules à essence équivalents. Et quand je dis équivalent, c'est bien important, parce que j'ai déjà vu un article où il avait dit il y a quelqu'un qui hésitait entre un Mitsubishi Mirage et une Tesla Model S. Parce qu'il disait, ben, la production de la batterie de la Tesla Model S, qui a une batterie de 100 kWh, c'est très polluant, alors qu'un Mitsubishi Mirage, ça consomme peu. Mais entre nous, là, nous qui connaissons quand même un peu ça, je connais personne. Je connais personne, puis si vous connaissez quelqu'un, vous me direz, qui a déjà dit, je vais aller m'acheter une voiture neuve et j'hésite entre une Tesla Model S à 125 000 ou une Mitsubishi Mirage à 14 000 ça n'arrive pas, ça. Dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Donc, on parle toujours de pommes avec des pommes ou d'oranges avec des oranges, mais pas des pommes avec des oranges. Donc, on parle de véhicules comparables. Une autre chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est le gaspillage de matières premières. C'est-à-dire que à cause de la capacité qu'on a à recycler les batteries, on va avoir beaucoup moins de gaspillage de matières premières avec un véhicule électrique qu'on va en avoir avec un véhicule à essence. Donc, selon une étude de Transport and Environment qui a été publiée au printemps 2021, on calcule que le gaspillage de ressources d'un véhicule à essence va être à peu près de 300 à 400 fois plus élevé que celui d'un véhicule électrique. Parce que le poids de l'essence et du carburant brûlé, bien, écoutez, ça ne se recycle pas. C'est simple comme ça. Alors que les batteries de véhicules électriques peuvent se recycler, les composantes de la batterie de véhicules électriques peuvent se recycler jusqu'à 95 %. Donc, la différence est gigantesque et c'est une chose qu'on dit trop peu. C'est-à-dire que oui, la voiture électrique a un impact environnemental à l'extraction, par exemple, des métaux, des minéraux pour la production de la batterie. Le reste du véhicule, souvent, ça se ressemble. Mais la réalité, c'est que la vaste majorité de ça, c'est recyclable. Alors que le pétrole brûlé, bien, il ne se recycle pas, tout simplement. Donc, si on électrifie les véhicules au Canada, non seulement on réduit les émissions de gaz à effet de serre liées au transport en aval, mais on réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre en amont lorsqu'on passe de la production et du transport du pétrole à une production et un transport d'électricité qui sont beaucoup plus propres au Canada. Maintenant, parlons de pollution atmosphérique. Ça, c'est une chose dont on parle trop peu et on va en parler en long et en large dans notre conférence annuelle qui va avoir lieu cette année, du 5 au 7 octobre, à laquelle nous vous invitons de participer. On va avoir des experts qui vont parler spécifiquement de ça. Selon le rapport publié en 2021, donc encore là, un rapport extrêmement récent intitulé « Répercussions de la pollution atmosphérique sur la santé au Canada », Santé Canada a estimé que le coût économique total de toutes les répercussions sur la santé attribuables à la pollution atmosphérique pour l'année est de 120 milliards de dollars. Donc, ça, c'est une chose dont on doit parler plus parce que ça coûte extrêmement cher, la pollution atmosphérique. D'ailleurs, la pollution atmosphérique est la première source de décès sur la planète. C'est un décès sur 8. C'est plus de décès, comme dirait le docteur François Reeves, que toutes les guerres et toutes les épidémies réunies. Quand on regarde, là, présentement, l'épidémie de COVID, mais quand on regarde année après année, là, la pollution atmosphérique tue beaucoup plus de monde, généralement, que les épidémies. Et d'où viennent les polluants atmosphériques? En fait, il y a un autre rapport publié en 2021 par Environnement Canada qui considère que les transports, les véhicules hors route et les équipements mobiles représentent 61,6 % des émissions de monoxyde de carbone au Canada, 48 % des émissions d'oxyde d'azote, 30 % des émissions de carbone noir et 16 % des émissions de COV ou composés organiques volatiles. Donc, les transports jouent un rôle
Très, très, très important. Si on ajoute à ça ensuite la production de pétrole et de gaz, ce que ça veut dire dans les faits, c'est que les transports avec pétrole et gaz représentent la vaste majorité des émissions polluantes au Canada. Si on regarde au Québec, en général, les transports représentent 62 des émissions polluantes du Québec. Ça, c'est selon les derniers chiffres d'Environnement Québec. Bref, tout ça pour dire qu'on a tendance à sous-estimer la pollution des véhicules à essence, d'autant plus que même si les systèmes anti-pollution sont de plus en plus efficaces sur les voitures et les camions légers, la réalité est la suivante, c'est que oui, ils sont plus efficaces qu'auparavant, mais ils sont moins efficaces lorsqu'il fait froid, ce qui n'a rien à voir avec une voiture électrique, parce qu'une voiture électrique chauffe froid, ton véhicule ne devient pas plus polluant, mais en hiver, le système anti-pollution devient beaucoup moins efficace, surtout si tu ne fais pas beaucoup de kilométrage avec. Et ensuite, au fur et à mesure que le véhicule vieillit, le véhicule pollue de plus en plus, et je connais très peu de gens, et vous connaissez très peu de gens, qui changent leur système anti-pollution après un certain nombre d'années, ce qui fait que les véhicules deviennent très polluants avec le temps. Pour vous donner une petite idée des impacts de la pollution atmosphérique, il y a une espèce d'analyse des études qui ont été faites par USC, l'Université de Californie du Sud, qui a démontré que la pollution atmosphérique, surtout quand on reste proche des routes polluées, donc quelqu'un qui reste sur le bord de la 440 ou de la 15 ou de la 30, ou à Québec, les grands boulevards avec beaucoup de condos et de maisons pas loin, ça va provoquer plus de diabète, plus de bébés de faible poids, plus d'obésité, plus de retard de développement à l'école, d'hypertension, de diabète. En fait, le diabète et le diabète gestationnel, l'asthme, plus de détresse respiratoire, d'emphysème, de bronchite, calcium dans les artères, des thromboses, de l'arythmie, des arrêts cardiaques, plus de cancer, plus de maladies de Parkinson, plus de démence vasculaire et plus de maladies d'Alzheimer. Et à peu près, je vous dirais, 80 des problèmes liés à la pollution atmosphérique deviennent des problèmes cardiaques. Donc, la pollution atmosphérique joue un rôle extrêmement important et c'est une des raisons pour lesquelles on veut électrifier les transports pour diminuer ces problèmes de pollution atmosphérique qui sont des problèmes locaux. Selon Santé Canada, la pollution atmosphérique au Canada cause 15 300 décès prématurés par année et ce chiffre-là ne cesse d'augmenter d'année en année. Et ça représente 8 fois le nombre de décès dus aux accidents de la route. La morbidité nationale et les résultats sanitaires non mortels comprennent 2,7 millions de jours de symptômes d'asthme et 35 millions de jours de symptômes respiratoires aigus par an. Donc, l'accélération d'adoption des véhicules électriques va permettre aux Canadiens de sauver des milliers de vies et d'économiser des milliards de dollars. Et ça, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Ça va au-delà du simple fait de dire c'est le fun de conduire une voiture électrique. Il y a des enjeux sanitaires autour de l'électrification et transport pour les voitures comme les camions, les autobus et les autobus scolaires. En 2000, là, on va parler de création d'emplois puis on va parler de revenus. En 2000, le Canada était dans les 5 premiers pays au monde pour la fabrication de voitures. Il n'est même plus dans le top 10. C'est pourquoi le Canada doit se doter d'une stratégie de mobilité électrique liée à une solide loi zéro émission, donc une loi pour forcer les constructeurs à vendre de plus en plus de véhicules électriques, pour encourager les constructeurs à fabriquer et à vendre des véhicules électriques au Canada. Il y a une étude qui a été publiée en 2019 par Clean Energy Canada qui a déterminé qu'il y aurait environ 560 000 emplois dans le secteur de l'énergie propre d'ici 2030, dont près de 50 % dans les transports propres. Donc, ça, c'est beaucoup d'emplois qui vont être créés, qui n'existent pas présentement ou qui vont être transférés. Selon une analyse faite par Mobilité électrique Canada en 2020, si le Canada adopte une solide stratégie de mobilité électrique inspirée de celle de la Californie, de la Colombie-Britannique ou du Québec, nous pouvons nous attendre à des recettes de vente d'environ 200 milliards de dollars en 2021 et 2030. C'est des emplois et des revenus qui vont venir des fournisseurs d'électricité, qui vont voir leurs revenus augmenter, des ventes de véhicules légers, moyens et lourds électriques, des ventes d'infrastructures de recharge, le déploiement d'infrastructures, donc des travailleurs dans la construction de l'électricité, dans la R&D, évidemment. On pourrait ajouter dans le secteur minier, puis aussi des emplois dans le domaine de l'éducation et de la formation. On va avoir besoin de beaucoup de gens pour remplir les postes qui sont en train de s'ouvrir de façon exponentielle dans tous les secteurs de l'électrification des transports. Moi, je peux vous dire, s'il y a un domaine où il y a de la demande pour des gens en marketing, des gens en ingénierie, des gens en chimie, des gens en assemblage, dans le secteur minier, dans les communications, dans la formation, c'est l'électrification et le transport. C'est un domaine qui est en augmentation exponentielle.
Vous avez certainement entendu parler des constructeurs automobiles ou des représentants d'organisations qui représentent des constructeurs automobiles dire on n'a pas besoin de mesures réglementaires ou de lois zéro émission. Le marché va de lui-même faire en sorte qu'on va faire la transition vers les véhicules électriques. Ça va se faire naturellement. Mais la réalité n'est pas là. Et ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que présentement, il y a des juridictions, par exemple l'Europe, par exemple la Californie, par exemple le Québec, la Colombie-Britannique ou la Chine, qui disent, nous, on force les constructeurs à vendre de plus en plus de véhicules électriques. Donc, les constructeurs, n'étant pas fous, bien, ils savent compter. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'eux, pour ne pas être pénalisés, ils vont envoyer en priorité leurs véhicules là où ils vont être le plus pénalisés s'ils n'en envoient pas assez. Donc, ce qui fait qu'on assiste à des hausses de vente de véhicules électriques extrêmement impressionnantes en Europe ces temps-ci parce qu'ils ont resserré la réglementation. C'est aussi ce qui fait qu'on se retrouve avec des pénuries de véhicules électriques dans la vaste majorité des régions du Canada. Et même au Québec, où il y a une loi zéro émission, comme la loi zéro émission est assez laxiste, on se retrouve avec des concessionnaires qui n'ont pas de véhicules à vendre ou peu de véhicules à vendre. Bon, je sais que les microprocesseurs sont un enjeu ces temps-ci, mais avant la crise des microprocesseurs, essayer d'acheter une voiture électrique dans la vaste majorité des régions du Canada, c'était un problème. Il y a une étude d'ailleurs de Dunsky qui a confirmé ce problème et on le voit présentement. Moi, je me rappelle avoir témoigné à une commission parlementaire fédérale où il y a des représentants des constructeurs qui disaient si vous donnez des rabais, si vous installez des bornes, il va y avoir des voitures chez les concessionnaires. Et il y a 2 sénateurs de 2 régions différentes du Canada qui ont dit on a des rabais, on a des bornes, puis il n'y a pas de voitures chez les concessionnaires. Pour vous donner une idée aussi de l'inefficacité des mesures volontaires, parce que c'est de ça dont on parle, c'est que les constructeurs, beaucoup de constructeurs et beaucoup de gens plaident pour des mesures volontaires, de dire, mettons, on va vendre 50% des ventes en 2030, ça va être des voitures électriques, mais on le fait de façon volontaire, donc sans obligation et sans pénalité s'ils n'atteignent pas ces objectifs. Puis en fait, je me suis rappelé, parce que je suis assez vieux pour ça, qu'en 2005, le gouvernement fédéral a signé un accord volontaire avec les constructeurs pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,3 mégatonnes en 2010. Et le protocole d'entente engageait volontairement, et là je cite, l'industrie canadienne de l'automobile a réalisé une réduction de 5,3 mégatonnes des émissions de GES du secteur des véhicules légers en 2010 par rapport au scénario de référence. Donc, moi, je suis allé voir les chiffres avant de faire cette présentation-là. C'est qu'en 2005, les émissions de GES des véhicules légers étaient de 81,93 mégatonnes. En 2010, 81,65 mégatonnes. Donc, la réduction des émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers a été de 0,28 mégatonnes au lieu de 5,3 mégatonnes. Ce que ça veut dire, c'est que le Canada n'a atteint que 5 de son objectif de réduction des émissions de GES des véhicules légers. Donc, l'entente avec les constructeurs a fait en sorte que le Canada a raté son objectif de 95 c'est ça, c'est-à-dire que c'est beau la carotte, mais ça prend aussi le bâton. Juste avec la carotte, on y arrive. Ça, c'est la réalité. Et d'ailleurs, ce qui a été annoncé aux États-Unis en août avec le président Biden, c'est une entente volontaire. Et nous, on considère chez Mobilité électrique Canada que c'est totalement insuffisant. On n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Puis je vais vous donner un exemple. Encore là, mon grand âge fait en sorte que je me souviens, moi, d'une entente qui a été faite avec des constructeurs automobiles, nommément Toyota, et le gouvernement du Canada et de l'Ontario en 2011. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2011, ils ont investi chacun, le gouvernement du Canada et de l'Ontario, 70,8 millions de dollars pour assembler le Toyota RAV4 électrique à Woodstock, en Ontario. Mais comme il n'y avait pas de loi zéro émission au Canada, mais qu'il y en avait une en Californie, bien, tous les RAV4 électriques ont été envoyés là-bas. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un véhicule électrique dont la production a été financée par les contribuables canadiens, bien, les Canadiens n'avaient même pas accès à ce véhicule-là, même si on avait en partie payé puis aidé cette entreprise-là à fabriquer des véhicules électriques au Canada. Et là, si vous voyez les choses s'en venir, c'est que là, on a des ententes justement pour faire des Ford électriques en Ontario, financés par le gouvernement fédéral et le gouvernement ontarien, faire des Chrysler et des GM électriques en Ontario. Donc, si on n'a pas de loi zéro émission, comme la vaste partie du marché de un coup que ces véhicules-là sont produits en Ontario, ils s'en vont aux États-Unis. Bien, ça, aux États-Unis, on a déjà à peu près une quinzaine d'États qui s'alignent pour avoir des lois zéro émission par État. Bien, on pourrait se retrouver avec le risque que ces véhicules-là vont se retrouver majoritairement envoyés aux États-Unis ou encore au Québec et en Colombie-Britannique, là où il y a des lois zéro émission.
Ça veut dire que quelqu'un qui reste à côté de l'usine en Ontario pourrait ne pas avoir accès à ces véhicules-là. Et ça, je considère, et chez Mobilité électrique Canada, on considère que ça n'a pas de bon sens, qu'on finance la production de véhicules auxquels on n'aura pas accès. Autre chose que j'entends de la part de constructeurs automobiles depuis un certain temps, c'est que plus de modèles ne signifie pas nécessairement plus d'offres pour les Canadiens. C'est-à-dire que c'est beau dire qu'il y a plein de nouveaux modèles qui arrivent sur le marché, mais c'est en quelle quantité qu'ils vont arriver. Vous savez comme moi qu'il y a plusieurs modèles qui s'en viennent ou qui sont arrivés au compte-gouttes. Que ce soit, je peux vous donner l'exemple du Volkswagen ID4. On parle de 250 copies pour le Canada complet pour l'année 2021. On va voir la production augmenter graduellement, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que le Canada va devenir un leader de l'adoption des véhicules électriques qui sont les autres compte-gouttes. Parce qu'en Europe, ils en vendent beaucoup d'ID4. C'est leur premier marché, puis la réglementation fait qu'ils les envoient là de façon prioritaire. Si on regarde 10 ans après l'annonce du RAV4 par les gouvernements du Canada et de l'Ontario, il y en a plusieurs qui sont difficiles à trouver dans plusieurs régions, voire impossibles à trouver dans plusieurs régions du Canada. Puis, même avec une loi zéro émission, il y a de la difficulté au Canada pour retrouver certains modèles. Il y a un rapport du gouvernement du Québec qui a été publié en 2021, lui aussi, qui a déterminé que lorsque la loi zéro émission a été adoptée en 2016, seulement 66 des modèles disponibles en Californie étaient également commercialisés au Québec. Aujourd'hui, le chiffre est près de 85 Et certains constructeurs automobiles ont clairement indiqué qu'ils priorisent le Québec au sein du marché canadien en raison de leur loi véhicule zéro émission. Non seulement le Québec a des exigences réglementaires, mais la possibilité d'aliéner les crédits excédentaires offerts aux constructeurs offre aux constructeurs des occasions d'affaires pour les inciter à rendre plus de véhicules et de modèles disponibles. Mais là, je pourrais vous revenir là-dessus plus tard ou si vous voulez plus d'informations. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec les derniers chiffres qui ressortent, parce que moi, demain, j'ai une rencontre avec le gouvernement du Québec, la loi zéro émission fait que les constructeurs automobiles ont pu accumuler beaucoup de crédits, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas vraiment d'exigence d'augmenter leur vente ou l'offre de véhicules électriques au Québec pour les prochaines années. Et ça, c'est un réel problème parce que si le Québec, parce que le gouvernement du Québec a dit qu'il veut faire en sorte qu'en 2030, il y ait 1,5 million de véhicules zéro émission au Québec, bien, s'ils ne resserrent pas leurs normes pour faire en sorte de forcer les constructeurs à en offrir plus et donc en amener plus au Québec, on n'atteindra pas notre objectif au Québec. Si on regarde au Canada, en 2019, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il voulait atteindre des objectifs de vente de véhicules zéro émission suivants, 10 en 2025, 30 en 2030, 100 en 2040. Or, selon les chiffres de novembre 2020 de Transport Canada, l'objectif de 10 des ventes de véhicules légers sans émission d'ici 2025, ça va plutôt être autour de 4 à 6 Puis les chiffres montrent également qu'en 2030, sans d'autres mesures réglementaires, on va être à 10 plutôt qu'à 50 parce que ça, c'est 30 là. Mais là, on est rendu à 50 dans ce qui vient d'annoncer. Donc, comme on a devancé ces objectifs-là, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on augmente le côté contraignant. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. J'ai fait une série d'entrevues avec des représentants des différents partis politiques au fil des dernières semaines pour savoir quelle était leur position par rapport au rabais de véhicules électriques, par rapport à la réglementation. Et voici, grosso modo, les réponses qu'ils ont dit. Tous les partis politiques, sauf le Parti conservateur, veulent qu'on conserve des rabais pour l'achat de véhicules électriques. Le Parti conservateur, eux, ils disent qu'ils veulent faire en sorte que quand les gens achètent des produits polluants, notamment de l'essence, ils vont se créer une espèce de banque qui va faire en sorte que ça va leur mettre de l'argent à côté avec lequel ils vont être capables d'acheter des produits électriques. Mais ça, ce n'est pas un rabais. Si on regarde pour le Bloc québécois, pour le NPD et pour les libéraux, eux, ils veulent garder le rabais actuel de 5 000 $, mais ils veulent étendre, comment dirais-je, rendre plus facile l'accès à ce rabais-là à différentes autres catégories de véhicules électriques. Si on regarde la réglementation maintenant, et ça, c'est intéressant, c'est que si on recule il y a un an, la réalité, c'est qu'il n'y avait aucun parti il y a un an qui parlait de mettre en place une loi zéro émission fédérale. Or, dans le cadre de cette campagne électorale, tous les partis se sont prononcés en faveur d'une loi zéro émission fédérale.
c'est-à-dire que le Parti vert parle de 100 de vente de véhicules zéro émission d'ici 2030. Le Bloc québécois, le NPD, le Parti libéral, parle de 100 de vente de véhicules zéro émission d'ici 2035. Et même le Parti conservateur dit, eux autres sont plus modestes, mais quand même, ils parlent d'une réglementation de 30 de vente de véhicules zéro émission d'ici 2030. Mais il y a le Comité permanent de l'environnement qui a aussi montré son accord pour une loi zéro émission, puis le Comité permanent des finances. Même les membres de Mobilité électrique Canada, on s'est prononcé. D'ailleurs, on a beaucoup milité pour une loi zéro émission fédérale. Et nous, notre objectif, c'est 100 de vente de véhicules zéro émission d'ici 2030. Donc, il semble y avoir un consensus et c'est d'autant plus intéressant que le président Joe Biden a annoncé en août 2021 qu'il voulait faire en sorte que 50 des véhicules vendus aux États-Unis soient des véhicules zéro émission en 2030. Sauf que du côté américain, il ne veut pas mettre en place d'obligations réglementaires. Ce qui veut dire que le Canada, pour la première fois depuis belle lurette, va se distancer des États-Unis en disant les États-Unis veulent des mesures volontaires, nous, on veut des mesures réglementaires. Et ça a un côté historique parce que dans l'industrie automobile, généralement, le Canada suit très docilement le secteur de l'industrie automobile américaine. Ça, c'est une chose, je pense, qui est importante à souligner. En terminant, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer l'électrification des transports au Québec et au Canada? En fait, il y a 5 piliers fondamentaux. 1, la réglementation. On parle d'une loi zéro émission, ça j'en ai parlé amplement. Aussi une norme sur les combustibles propres, c'est-à-dire pour faire en sorte de pénaliser les véhicules qui sont les plus polluants. Ensuite de ça, un rabais pour les véhicules électriques jusqu'à ce que les véhicules électriques se retrouvent à être un coût d'acquisition initial qui soit à peu près équivalent. On parle 2025 à 2027. Donc, on dit qu'un rabais pour véhicules électriques d'ici à ce que les véhicules soient à peu près à parité, c'est quelque chose qui est nécessaire. D'ailleurs, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, aujourd'hui, il n'y a plus de rabais pour les véhicules hybrides. Mais si on recule d'il y a 15 ans, en 2006, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait mis en place un rabais pour l'acquisition de véhicules hybrides, un rabais qui a duré 3 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment besoin de rabais pour les véhicules hybrides parce que les véhicules à essence et les véhicules hybrides sont rendus à un coût d'acquisition qui est presque identique. On parle de 1 000 à 1 500 $ de coût d'acquisition de différence, alors qu'il y a 15 ans, on parlait d'une différence de 8 à 10 000 $. Nous, on prévoit que l'espèce de moment d'arrivée à parité va avoir pris à peu près le même temps pour les véhicules électriques que les véhicules hybrides, c'est-à-dire de 2006 à 2021 pour les véhicules hybrides. Mais là, si on avance de 2011 à 2026 pour les véhicules électriques, ça veut dire que dans la même fenêtre, dans le même 15 ans, la technologie va faire en sorte qu'on calcule qu'autour de 2026-27, on n'aura probablement plus besoin de rabais pour les véhicules électriques. Les infrastructures de recharge, extrêmement important. Il faut s'assurer d'encourager le déploiement des infrastructures de recharge. On a beau dire que 80 à 90 des recharges sont faites à la maison ou au travail. La réalité, c'est que comme il y a de plus en plus de véhicules électriques qui ont une grande autonomie, il y a de plus en plus de gens qui voyagent avec leurs véhicules électriques. Ce qui veut dire que pour les grands axes routiers, les autoroutes, que ce soit la 401, la 417, la 20, la 15, la 10, il faut qu'on accélère le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et là, quand je parle de bornes de recharge sur les grands axes routiers, je parle surtout de bornes rapides et ultra rapides. Vous rappelez-vous, il y a 1 an et quelques, à peine, on était à peu près à 50 kW pour tout le monde. Et là, on arrive avec du 100, du 125, 150 et même jusqu'à du 350 kW comme borne de recharge. Mais ça va aussi prendre des bornes de recharge rapides et ultra rapides dans les centres-villes. Pour ceux qui n'ont pas d'endroit où recharger leur véhicule à la maison. Par exemple, tu restes dans un bloc appartement, un édifice à condo. Donc, l'enjeu de l'installation d'infrastructures de recharge dignes de ce nom est un enjeu extrêmement important. L'enjeu de l'éducation et de la formation, incontournable, parce que, très simplement, on se retrouve dans une situation où on peut dire qu'il y a beaucoup de mauvaises perceptions, de préjugés qui circulent encore aujourd'hui. Moi, des fois, je suis stupéfait de voir qu'il y a des choses que je disais il y a 20 ans, à des questions qu'on me posait il y a 20 ans, on me pose encore les mêmes questions aujourd'hui. Ça, moi, j'en reviens pas. Mais ça montre que le travail est incessant. On doit toujours continuer à faire de l'éducation par rapport aux véhicules électriques, leur
utilisation quotidienne, comment ça fonctionne une voiture électrique, les voitures électriques en hiver, etc., les batteries, le recyclage, etc. Donc, il y a un travail d'éducation qui est extrêmement important, qui est incontournable pour accélérer l'adoption des véhicules zéro émission. Puis la formation, comme je le disais plus tôt, parce qu'on va avoir besoin de plus en plus de gens pour travailler en électrification des transports. Et si on ne trouve pas assez de main-d'œuvre, ça va ralentir l'adoption des véhicules zéro émission. Et finalement, la chaîne d'approvisionnement. Le 28 septembre prochain, je vous annonce que nous allons faire une conférence de presse pour lancer la chaîne d'approvisionnement canadienne des véhicules zéro émission. Ça, je pourrais vous réinviter à ce moment-là, qui va s'appeler l'Alliance accélérée. Fait que ça, pour le moment, vous gardez ça sous embargo. Là, je vous fais confiance. Je ne vous annoncez pas ça. Fait que donc, ça va être des entreprises, des organisations d'un peu partout au Canada qui vont travailler à mettre en place une chaîne d'approvisionnement canadienne. Fait que c'est ça, et ça, c'est tous les liens. Donc, je peux vous envoyer cette présentation-là plus tard, tous les liens vers les analyses, les chiffres, etc., dont il est question. Fait que maintenant, c'est le temps de passer aux questions, aux commentaires. Je suis tout à vous. Ah, Paul Robert, vas-y, Paul Robert. Oui, salut. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de véhicules électriques, véhicules à batterie. On sait qu'il y a des constructeurs qui graffinent à certains endroits pour l'hydrogène. Et ça suscite des débats. J'en ai parlé juste d'ailleurs dans une chronique, la dernière chronique que j'ai écrite, parce que la semaine dernière, Hyundai a fait une grosse annonce, son Hydrogen Wave, dans lequel il annonçait pas mal de solutions qui étaient intéressantes dans le domaine du transport lourd. Et c'est là peut-être que l'hydrogène a plus sa place, mais il y a quand même la petite porte ouverte à quelque part là, pour dire on veut rendre l'hydrogène accessible à tout le monde, partout, n'importe quand. Là. Et ils veulent réduire le prix des piles à combustible, etc. Et moi, je pense que j'aimerais t'entendre là-dessus pour le bénéfice des autres participants. Moi, ça m'a valu une certaine montée de lait dans Facebook. Tu as été témoin hier de la part d'un confrère qui n'est pas ici, malheureusement, pour entendre. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. En fait, j'ai participé à un panel en février 2021 avec Stephen Beatty, le VP de Toyota Canada, et puis Don Romano, le président de Hyundai Canada, où ils ont eux-mêmes convenu que les véhicules à hydrogène ou l'hydrogène comme technologie va être beaucoup plus utilisé et efficace dans les transports lourds ou encore leur route, comme les avions, les navires, etc. Pour ce qui est des véhicules légers, j'ai déjà écrit là-dessus. C'est pas mal, la partie est pas mal terminée. C'est-à-dire que quand on regarde l'augmentation importante de l'efficacité énergétique des véhicules à batterie versus le fait que les véhicules à hydrogène n'arrivent pas à trouver de marché, que ce soit en Californie, au Québec ou ailleurs, ça, moi, je suis toujours étonné d'entendre les constructeurs comme Toyota, comme Hyundai revenir sur le sujet parce que là, quand on a un VP et un président qui admettent eux-mêmes que les véhicules à hydrogène, ça va plus être dans le segment des véhicules lourds. Lorsque j'étais en 2019 en Californie, eux-mêmes nous parlaient chez Toyota de l'hydrogène pour les véhicules lourds. Donc, la réalité, c'est que l'hydrogène, à mon avis, et de l'avis de plusieurs spécialistes et scientifiques pour les véhicules légers, je pense que c'est game over. D'autant plus que la vaste majorité de l'hydrogène qui est produit présentement, comme elle est produite à partir de sources fossiles, en fait, l'impact au niveau des gaz à effet de serre, pour le moment, est plus élevé que les émissions de gaz à effet de serre des véhicules à essence équivalents, ce qui n'est pas rien. Et là, je suis toujours étonné moi, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui disent on parle d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu, gaz naturel, d'hydrogène gris, pétrole et charbon. La réalité, là, c'est que la vaste majorité de l'hydrogène qui est produit est un hydrogène dont les émissions de gaz à effet de serre, puis c'est ça le but, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Bien, les émissions de gaz à effet de serre, les véhicules alimentés à l'hydrogène, dont l'hydrogène est produit à partir de sources fossiles, il n'y a pas de gain, il y a même des pertes. Et en plus, ça coûte cher, ça demande des infrastructures. Et quand on va avec l'hydrogène vert, donc l'hydrogène fait à partir de ressources renouvelables, bien là, le problème auquel on se retrouve, c'est que l'efficacité énergétique n'est pas là du tout. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends une voiture électrique au Québec avec l'énergie renouvelable, bien,
la quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer l'hydrogène à partir des ressources d'Hydro-Québec, bien, avec la même quantité d'énergie dont tu vas être servi pour faire 1 kilomètre avec une voiture à hydrogène, tu vas être capable de faire avancer 3 voitures électriques avec la même quantité d'énergie. Donc, il y a un gaspillage énergétique épouvantable. Germain Goyer. Germain, tu veux... Je ne te vois pas, Germain. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Oui, parfait. Merci d'avoir souligné que les véhicules hybrides étaient subventionnés. Je t'avoue que je me rappelais pas de ça. C'est trop jeune, Germain. Oui, c'est peut-être une question d'âge, effectivement. Mais je voulais t'entendre sur le... Est-ce que les véhicules électriques en ce moment sont suffisamment subventionnés selon toi et ton organisme, autant à l'échelle québécoise que canadienne, pour le moment, pour en ce moment, là? Parce que je comprends bien que d'ici quelques années, ben, on n'aura peut-être plus besoin là, de les subventionner. Ouais. En fait, c'est une excellente question que tu poses. Nous, on ne plaide pas pour qu'on augmente le niveau de subvention. On plaide surtout pour augmenter la disponibilité aux subventions au niveau fédéral au Québec. C'est-à-dire que pour le moment, il y a plusieurs véhicules électriques qui s'en viennent sur le marché qui ne seront pas admissibles à des rabais. Puis on pense notamment au F-150 Lightning, qui va se retrouver être au-dessus du niveau du rabais fédéral. Et comme la vaste majorité des Canadiens achètent des VUS et des pick-up, bien là, il y a une certaine inéquité du fait que si tu as besoin d'une voiture, tu as droit à des rabais, mais si tu as besoin d'un pick-up ou d'un VUS, tu n'as pas droit à un rabais. Et ça, on considère que c'est inéquitable. Donc, on demande au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral d'agir en ce sens pour ouvrir ça à plus de catégories de véhicules. Et je peux vous dire que la réponse à date, aussi bien de la part du gouvernement du Québec que du gouvernement fédéral, c'est qu'ils sont ouverts à entendre ce qu'on a à dire. Donc, je pense qu'il y a une possibilité qu'il y ait des choses qui arrivent d'ici le prochain budget. Est-ce que ça répond à ta question, Germain? Ouais, si je comprends bien, tu es en faveur de l'idée selon laquelle quelqu'un se procurerait demain matin un véhicule électrique à 100 000 et les gouvernements l'aideraient à faire cet achat de luxe-là. Là. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est ce que je comprends. OK, ben, je vais le réexpliquer pour que ce soit clair. C'est-à-dire qu'on pense que les gens qui achètent des voitures électriques de luxe n'ont pas besoin de rabais. Mm-hmm. Mais on pense que, tu sais, on parle d'un prix d'entrée pour le F-150 de 68 000 ou à peu près, puis pour le modèle commercial de 58 000 on considère que des véhicules comme ça, qui sont des véhicules utilitaires, on peut mettre un plafond, parce que ça fait partie des choses dont on discute chez Mobilité électrique Canada, voir comment arrimer cette logique pour faire en sorte de favoriser plus de catégories de véhicules électriques tout en laissant à l'extérieur des rabais des véhicules de luxe. OK, donc il y aurait une limite supérieure quand même. Là. Il y aurait une limite supérieure okay. quand même, okay. mais on veut quand même faire en sorte que nombre de gens qui ont besoin, que ce soit parce qu'ils ont une plus grosse famille, que ce soit parce qu'ils sont fermiers, qui travaillent dans la construction, qui ont besoin de véhicules plus gros. Je veux dire, la réalité, tu le sais aussi bien que moi, Germain, c'est que la vaste majorité des gens aujourd'hui ne s'achètent plus de voitures. Et la majorité des constructeurs sont en train de délaisser les voitures. Même si vous voulez s'en acheter, tu vas chez Ford, il n'y a plus de voitures. Donc, la réalité, c'est ça. Fait qu'il faut trouver un moyen d'harmoniser tout ça pour répondre à la fois aux besoins des consommateurs, aux désirs des consommateurs, mais sans pour autant dire on va donner un rabais pour les véhicules de luxe. Je te suis. Merci beaucoup. C'est bon. Il y a d'autres personnes qui ont levé la main, là. C'est que je ne vois pas les visages. Isabelle Abazi. Ah, Isabelle? Oui, Isabelle? J'arrive. Vous allez même voir ma face de façon spontanée. Bonjour. Salut, Daniel. Isabelle. Ça va bien? Merci. Ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup pour ce beau webinaire. En fait, moi, j'ai une question pour toi. Tu parlais plutôt des constructeurs qui ont des crédits excédentaires, là, et aussi, finalement, de l'approvisionnement, là, avoir des véhicules disponibles pour les consommateurs au Québec. Oui. Mais tu disais aussi qu'il n'y avait pas d'exigence d'augmenter leur offre, et que le gouvernement devait resserrer ça
pour les contraindre? Et tu parlais d'augmenter le côté contraignant. Et comment ça se fait, ça? Comment tu contrains les constructeurs? OK. En fait, c'est que la loi zéro émission actuelle, parce que là, ce dont tu parles, c'est de la loi zéro émission actuelle au Québec. OK? Et il y a des objectifs qui ont été fixés d'augmenter graduellement les ventes de véhicules électriques. Et là, le problème avec lequel on se retrouve, c'est que là, il y a, si mon souvenir est bon, je pense qu'il y a 2 fois plus de crédits qui ont été accumulés par les constructeurs que ce qu'ils avaient besoin d'avoir pour répondre aux exigences pour la première période de conformité. Okay? Okay. Donc, ça veut dire que présentement, on a une pénurie de véhicules électriques ou à essence, on va se dire. Bien, ce que ça fait, c'est qu'ils ne seront pas pénalisés, les constructeurs, parce que ceux qui en ont accumulé plus, bien, ils n'ont rien à faire, puis ils ne sont pas pénalisés. Donc, si le gouvernement du Québec veut atteindre son objectif d'1,5 million de véhicules électriques, puis quand je parle de véhicules électriques, je parle de véhicules hybrides rechargeables, électriques et à hydrogène. Donc, il parle d'1,5 million en 2030 et 100 de ventes en 2035. Bien, s'il veut atteindre cet objectif-là, il va falloir qu'il resserre les exigences pour augmenter les seuils nécessaires pour être capable de faire en sorte pour que le gouvernement du Québec dise, bien là, tes crédits, là, tu ne peux plus en approcher tellement que tu ne seras pas obligé de les vendre, tu ne seras pas obligé de les fournir aux concessionnaires au Québec. Et là, c'est ça le problème avec lequel on se retrouve ces temps-ci, c'est que comme les exigences en Europe sont plus élevées, bien, les constructeurs mondiaux, ils vont envoyer les véhicules dans les marchés les plus exigeants d'abord, ce qui fait que les marchés les moins exigeants, comme le Québec, en ont moins, il y a plus d'attentes. Et puis l'exemple du Volkswagen à D4, c'est un excellent exemple. Puis là où il n'y a pas de loi zéro émission, bien là, écoute, les gens des miettes voient rien du tout. C'est-à-dire que si tu sors du Québec et tu t'en vas en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan, écoute, c'est la croix et la galère là, pour trouver une voiture électrique chez un concessionnaire. Et ça crée un problème qui est, à mon avis, extrêmement important et sous-estimé. C'est-à-dire que quand il y a un conseiller, quand il y a un vendeur de voitures, OK? Et que toi, tu veux vendre des voitures électriques, mais que tu n'en as pas à vendre sur ton terrain, et que tu sais que tu vas l'avoir dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, bien toi, comme vendeur, tu vas être payé quand tu livres le véhicule. Ça veut dire que si le véhicule, tu l'as dans 6 mois, toi, tu es payé dans 6 mois pour la vente de ce véhicule-là. Donc, ça va créer une pression pour que le vendeur te décourage de s'acheter une voiture électrique, parce que lui, il va te payer, je le comprends. Puis l'autre problème que ça cause, c'est que les constructeurs automobiles fixent ces objectifs aux concessionnaires. Les concessionnaires doivent rejoindre ces objectifs-là pour avoir droit à des bonnies d'hiver. Mais s'ils n'ont pas de véhicules électriques à vendre, pour arriver à leurs objectifs, ils doivent décourager leurs clients d'acheter des voitures électriques et d'aller vers des véhicules qui sont sur le terrain. C'est un dilemme qui est réel. Moi, je connais des concessionnaires qui veulent vendre des voitures électriques, qui n'en ont pas à vendre, qui disent, bien, écoute, quand un client rentre, on va essayer de le décourager de s'acheter une voiture électrique. Là, tu te retrouves avec un réel problème parce que ces gens-là, après ça, quand ils vont recevoir des véhicules électriques, il y a des chances que les clients qui disent, bien, écoute, toi, tu me disais que ce n'était pas bon il y a 1 an ou 2. Là, tout à coup, tu veux me vendre un véhicule électrique. C'est tout ça là, qui entre dans une espèce de logique tordue du manque d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'il faut resserrer les normes, pour s'assurer non seulement qu'il y ait des véhicules électriques disponibles chez les concessionnaires, mais aussi que les gens comprennent aussi bien au niveau de la vente que de la production, que du marketing, que des médias, qu'on se retrouve présentement dans une espèce de catch-22 où s'il n'y a pas assez de véhicules électriques, mais là, on parle contre les véhicules électriques pour être capable d'être payé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux, je pourrais t'envoyer plus d'informations dans le détail par rapport au crédit accumulé. Je pourrais t'envoyer ça après la présentation, si tu veux. Oui, s'il te plaît. OK. Parfait. Excellent. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir, Isabelle. Frédéric. Frédéric, merci. Oui. Salut, Dan. Ça va? Merci de prendre le temps de jaser avec nous. Je trouve ça super intéressant. C'est cool d'avoir ton opinion, mais surtout la position de Mobilité électrique Canada sur un paquet de choses. 2 questions que je veux aborder avec toi. Je veux jaser de loi zéro émission, mais d'abord des subventions. Tantôt, tu disais que les subventions devraient être maintenues jusqu'à ce que le prix soit équivalent à un véhicule à essence. Tu parlais de 2026-27 à peu près. Ce qui m'a assez surpris. Là. Moi, j'étais dans l'impression que les subventions vivaient un peu sur du temps emprunté.
Si ça reste jusqu'en 2026-27, à un moment où, bon, on l'a vu récemment, la Bolt a baissé de prix de façon assez radicale pour 2022. Même chose pour le Nissan qui a suivi avec la Leaf qui baisse de 6 800 $ de mémoire. Est-ce que tu n'as pas l'impression, ou Mobilité électrique n'a pas l'impression qu'en gardant ça trop longtemps, les constructeurs ne vont pas s'asseoir là-dessus puis garder artificiellement leur prix plus élevé en se disant que la subvention va compenser? Non, puis la preuve de ça, c'est justement la Bolt. C'est-à-dire que la Bolt, ils ont baissé le prix, même si les rabais étaient encore là au Québec. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que le prix de la Bolt est un prix canadien. Puis la majorité des provinces n'ont pas de rabais. Il y a un rabais fédéral quand même. Il y a un rabais fédéral, mais il n'y a pas de rabais provincial. C'est-à-dire que tu regardes Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Ontario, Terre-Neuve, il n'y a pas de rabais. Donc, que tu achètes un véhicule en Alberta ou que tu l'achètes au Québec, le prix détail suggéré de même. Fait que ça, pour moi, c'est pas. Puis aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, moi, je m'attends, puis d'ailleurs, le gouvernement du Québec a dit qu'eux autres prévoyaient garder le rabais jusqu'en 2026, mais ce à quoi on s'attend, c'est une baisse graduelle de la valeur du rabais. OK. Fait que c'est dans ce sens-là, moi, je pense, on ne passera pas de. Je ne pense pas qu'on fasse comme l'Ontario en 2018, qui sont passés de 14 000 à 0 en dedans de 2 semaines. C'est-à-dire que je m'attends à une déclinaison graduelle de la valeur du rabais au fur et à mesure que le prix des véhicules électriques va s'aligner avec celui des véhicules à essence. Et quand je dis, c'est important ça, Fred, quand je dis que les rabais vont faire en sorte, pas les rabais, mais je veux dire que la technologie des véhicules électriques, parce que Tesla et GM en a parlé, qui prévoyaient que 2025-2026, le prix des batteries allait baisser de 50 à 60 %. Ça veut dire qu'on va avoir des batteries en bas de 100 $ du kilowattheure, voire même 60-70 $ du kilowattheure. Écoutez, on était en 2010 à 1100 $ du kilowattheure. Fait que le prix des batteries baissant de façon importante, ça va rendre les véhicules électriques plus abordables, un, mais deux, c'est que le prix des véhicules à essence augmente. C'est-à-dire que les véhicules d'entrée de gamme sont en train de disparaître. Puis comme je disais tout à l'heure, là, avec la disparition de l'EcoSport, on se retrouve avec le véhicule électrique, d'un véhicule à essence d'entrée de gamme chez Ford à 28 000. De plus en plus de gens s'en vont vers des véhicules 25, 30, 35 000. Le prix moyen d'achat d'un véhicule au Canada est au-delà de 40 000. Fait que de dire que les véhicules s'en viennent à parité, ça, c'est une réalité présentement avec certains modèles avec les rabais. Mais on calcule 2025, 26, 27 que sans rabais, on va être rendu à parité. Puis là, quand tu calcules que le coût d'entretien, le coût d'énergie, le coût d'assurance est moins élevé pour un véhicule électrique, c'est une évidence qu'un véhicule électrique, c'est-à-dire un véhicule à essence, n'aura aucun sens économique bien avant 2035. OK. Merci pour ça. Puis l'autre truc que je voulais aborder avec toi, c'est la loi zéro émission. Ouais. Je pense que tu as assez exprimé assez vertement l'importance que le Canada, au niveau fédéral, adopte une loi zéro émission. Pour les consommateurs québécois, est-ce que ça aurait un impact, considérant qu'on l'a déjà, nous autres, notre loi zéro émission? Parce que les constructeurs priorisent déjà le Québec et la Colombie-Britannique dans l'envoi. On l'a vu avec l'ID4. C'est important comme question. C'est une bonne question. Je ne suis pas certain parce qu'on ne sait pas de quoi aura l'air la loi zéro émission fédérale lorsqu'elle sera adoptée. Moi, je pense que plus on a un marché critique qui veut faire en sorte de forcer l'arrivée de véhicules zéro émission à travers le Canada, plus ça va favoriser toutes les régions du Canada, dont le Québec. Parce que quand tu as une région où tu as 8 millions d'habitants qui disent on a besoin de véhicules zéro émission, c'est une chose. Quand tu es rendu à près de 40 millions d'habitants qui disent on veut avoir plus de véhicules zéro émission de manière réglementaire, ça va forcer les constructeurs à faire comme si on avait une deuxième Californie. Parce que la Californie, tu regardes la population de Californie, elle ressemble à celle du Canada. Donc, au final, moi, je pense que ça va favoriser tout le marché canadien d'avoir une loi zéro émission fédérale. C'est-à-dire que, là, ils vont être obligés de pousser pour en envoyer beaucoup plus partout au Canada. Fait que la disponibilité pourrait être meilleure même dans des provinces qui ont déjà leur propre loi. Je suis pas mal certain de ça, mais comme je disais tout à l'heure à Isabelle, il va falloir que le gouvernement du Québec, parce que là, il parle d'avoir 100 % de vente de véhicules zéro émission en 2035 aussi au Québec, mais là, il faut qu'on ait des cibles intérimaires, c'est-à-dire 2030-2025, qui soient resserrées pour faire en sorte que les constructeurs, plutôt que d'envoyer prioritairement leurs véhicules en Chine, en Europe et en Californie,
et les envoie au Québec et ensuite au Canada. OK. Je vais rebondir sur un dernier point, là. Après je laisse la parole à quelqu'un d'autre. L'objectif de 2035, Oui. est-ce que c'est assez ambitieux à ton avis? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin que ça? Est-ce qu'au contraire, tu trouves que c'est réalisable? Bien, en fait, c'est très réalisable et il y a des juridictions qui sont pas mal plus agressives. Tu sais, la Norvège sont en 2025. La Norvège sont sur une autre planète, on s'entend, ils sont déjà à plus de 80 % de vente de véhicules zéro émission maintenant. Donc, oui, on peut être plus ambitieux. 2035, c'est s'aligner sur la juridiction californienne et à peu près une quinzaine d'États américains qui veulent mettre en place une loi zéro émission pour 2035. Mais nous, ce qu'on a proposé, c'est-à-dire lors de l'Assemblée générale annuelle de Mobilité électrique Canada, nous autres, on visait 2030 parce qu'on dit qu'il est possible d'y arriver en 2030. Ça demande une volonté politique, puis il faut qu'on se prépare rapidement. Donc, c'est pour ça, d'un point de vue technologique, il n'y a pas d'enjeu. D'un point de vue réglementaire, ça demande volonté politique. D'un point de vue infrastructure, si vous êtes promené un peu à travers le Canada, vous voyez que la disponibilité des bornes de recharge est extrêmement inégale d'une province à l'autre. Du coup, au Québec, on est chanceux. Là. On a vraiment un excellent réseau avec le circuit électrique, avec Flow, avec Tesla, avec ChargePoint, avec Electrify Canada. Nous, on est gâtés. Quand ça va en Ontario, c'est moins bon. Quand ça va à Saskatchewan, Manitoba, là, c'est plus compliqué. Là. Bref, c'est faisable. Puis nous, ce qu'on demande pas aux constructeurs, mais au gouvernement fédéral, c'était 100% pour 2030 parce qu'on sait que c'est faisable, parce que ça se fait. Okay. Parfait, merci. Ça fait plaisir, Fred. Daniel, c'est à mon tour. Vas-y, Rémi. Depuis que j'ai pris la responsabilité de PDG de Électrique Mobilité Canada, beaucoup de choses se sont passées dans l'industrie. Oui. À part de Électrique Mobilité Canada, le rôle que tu joues présentement, toi, est-ce que tu as l'impression parfois que les différents intervenants comme les OEM ou les gouvernements sont un petit peu, marchent un peu sur les œufs, ils ont un petit peu peur du travail que tu es en train de faire, ou s'il y a une acceptabilité de la part de ces différents groupes-là? Ouais. Et la deuxième partie de ma question, à part de EMC, est-ce que d'autres associations comme l'ACADA, par exemple, comme AIA Canada, d'autres associations travaillent avec toi pour supporter le travail que tu fais avec les gouvernements et les OEM? Ben écoute, les constructeurs automobiles, en fait, ce n'est pas un bloc monolithique. C'est-à-dire qu'il y a des constructeurs automobiles qui sont plus proactifs, qui disent, si la loi zéro émission arrive, on va composer avec, puis il n'y a pas de drame. Puis il y en a d'autres qui sont extrêmement opposés à une loi zéro émission. Fait que tout ça, c'est d'un constructeur à l'autre, ça varie. Pour ce qui est des associations, ces genres de concessionnaires ou de gens dans l'industrie automobile, je ne peux pas dire qu'on a des échanges avec eux parfois, on participe à des panels ensemble, mais de parler de réglementation, on ne peut pas dire que les autres associations sont rendues là, mais ça n'empêche pas qu'on a des échanges constructifs sur les manières, par exemple, d'accélérer l'adoption de véhicules électriques. Puis, une chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est que les rabais sont importants pour le moment, l'éducation est cruciale et la formation est cruciale, les infrastructures sont extrêmement importantes parce que sans ça, on n'y arrivera pas. C'est le côté réglementaire souvent qui est plus compliqué. Mais pour les autres, quand je parle des 5 piliers, là, chaîne d'approvisionnement, rabais, infrastructure et j'en oublie un, là, éducation, formation, ça, tout le monde s'entend là-dessus. Et il te supporte dans ces... Ah oui, ça, on s'entend là-dessus. Ouais. Puis pour ce qui est d'organismes, écoutez, il y a des gens qui sont membres de Mobilité électrique Canada, comme le Pembina Institute, comme Équiterre, comme Clean Energy Canada, qui sont en faveur de ça. Puis nous, on a comme membres des fabricants, des compagnies privées, que ce soit des fabricants d'autobus, de camions, de voitures, de véhicules en route, motoneige, bateaux, etc. Fait que quand on a fait notre assemblée générale, nous, où on a dit, nous, on veut que 100% des véhicules vendus en 2030 soient des véhicules zéro émission, les membres ont adopté cette résolution-là à 92%. Donc, ça veut dire qu'il y avait une vaste
il y avait un vaste soutien à ça. Puis même, on parle de véhicules lourds, c'est-à-dire que véhicules mi-lourds et lourds, c'est les véhicules commerciaux, les autobus scolaires. Là, pour le moment, la position de Mobilité électrique Canada, c'est qu'on aimerait avoir aussi une loi zéro émission fédérale où ce serait 2040 ou avant, où tous les véhicules de type lourd et mi-lourd soient des véhicules zéro émission. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'en vois pas d'autres. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir m'entendre sur l'électrification des transports. Vous savez que je suis toujours disponible à répondre à vos questions. Chez Mobilité électrique Canada, on veut faire en sorte qu'il y ait des échanges avec les gens du secteur de l'automobile et du secteur des médias pour faire en sorte qu'on accélère le déploiement de l'électrification des transports. Et puis, si vous voulez, vous avez juste à demander la présentation que je viens de faire. On peut vous l'envoyer. Anna, qui travaille avec moi, va vous envoyer la présentation. Si jamais vous avez des questions subséquentes, vous ne vous gênez pas. Est-ce que ça vous va? Merci, une belle présentation. Parfait. Bien, je vous remercie. Puis je vous souhaite une bonne heure de lunch. Puis au plaisir de se revoir. Merci. Merci, Daniel. Bye bye. OK, ciao.